Les élections législatives de ce 30 juillet 2017 au Sénégal se sont déroulées dans une confusion. C'était une confusion dans les grandes villes notamment, forte participation certes, mais les problèmes que les observateurs et l'opposition redoutaient sont bel et bien advenus. Dieu William Gbagidi, peut-on réellement parler de chaos électoral au regard de ce qui a été observé hier dans les bureaux de vote? Alors, la première chose, c'est que quand on parle de chaos électoral, c'est toujours une perception, une certaine vue d'esprit. Et je suis persuadé qu'au Sénégal, tout le monde ne partage pas le terme chaos. Il y a donc ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, qui estiment qu'il y a véritablement eu un chaos électoral, chaos au sens donc d'une véritable chienlit dans le pays. Et il y a ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont proches de l'organisation qui peuvent estimer que les choses ne se sont pas passées aussi mal qu'on aurait pu le redouter. Effectivement, en tout cas, le Sénégal a connu une journée d'élection assez difficile. On a connu des bureaux de vote où le scrutin s'est ouvert à l'heure précise, s'est déroulé donc durant les 8 heures, pendant les 8 heures, 10 heures, les 10 heures plutôt, de 8 heures à 18 heures, les 10 heures qui étaient accordées. Et dans les bureaux où il y avait encore du monde devant les bureaux de vote, il a été question de proroger de quelques heures le vote pour permettre à ceux qui n'ont pas retrouvé rapidement leur nom sur les listes et tous ceux qui ont eu des difficultés à s'orienter, donc de voter puisqu'ils étaient là avant la fin du scrutin. Donc, il y a effectivement eu une situation que l'on peut qualifier de chaos si on veut s'en tenir à des élections rigoureusement organisées. Mais quand on compare des situations qu'on a rencontrées dans d'autres pays ou des élections, on a vu des militaires emporter des urnes, vous vous souvenez certainement, ça c'est au Togo, on a vu de véritables pagailles électorales. On peut se dire que c'est quand même moins grave que ce qu'on aurait pu redouter. Effectivement, dans la situation du Sénégal, on redoutait, on avait peur que l'augmentation du nombre d'inscrits entre la réalisation des derniers fichiers électoraux et cette élection, on avait peur que cette augmentation de près de 2 millions ne change fondamentalement la donne. On avait jusqu'à 600 personnes par bureau de vote qui devaient voter dans la journée. Donc, si 600 personnes devaient se déplacer par bureau de vote, alors qu'il y a 47 listes de candidatures et donc 47 différents bulletins que les citoyens devaient ausculter afin d'identifier leurs favoris et choisir donc leurs futurs députés, on s'attendait, en tout cas, en moyenne pour les électeurs les plus avisés, qu'ils perdent entre 3 et 4 minutes au sein du bureau de vote. Pour ceux qui l'étaient encore moins, on pouvait aller jusqu'à une dizaine de minutes. Donc, c'était véritablement une journée de chaos qui était annoncée. Le chaos annoncé est survenu dans plusieurs endroits. Je parlerai notamment de la localité de Touba, si je ne m'abuse. Touba, où les élections n'ont pas réellement pu se tenir, puisque 80 bureaux de vote ont été vandalisés, ont été carrément saccagés. Puis les citoyens qui devaient voter dans ces bureaux de vote n'ont finalement pas pu procéder à leur devoir civique, à leur droit civique. Donc, globalement, il y a ceux qui peuvent penser que tout s'est passé de façon moins grave qu'on aurait pu le redouter, mais dans la réalité, on ne pouvait pas attendre au Sénégal, pays de démocratie, pays de tradition démocratique séculaire, je dirais presque, parce qu'on a connu quand même de la dictature là-bas aussi. On ne peut pas s'attendre à ce que le Sénégal, ce Sénégal-là, en arrive à cette situation que nous avons connue, par exemple, nous autres au Bénin il y a quelques années. Et puis les premières tendances donnent vainqueur pour l'instant. Hein, la coalition gouvernementale conduite par Macky Sall, suivie de l'alliance formée autour du maire de Dakar, Khalifa Sall, puis celle de l'ancien président Wade. Comment expliquez-vous ces résultats s'ils se confirmaient? Alors nous avançons peut-être un peu, mais on peut déjà commencer à observer. La coalition de Macky Sall arrive donc largement en tête. Benno Bokk Yakaar, qui est conduite par le Premier ministre sénégalais,
le Premier ministre Mahamat Dione, qui a donc permis à cette élection, à cette coalition, d'arriver en tête à l'occasion de ce scrutin. Et le fait que les Sénégalais aient donc donné une certaine majorité, parce que tel que les résultats se présentent pour l'instant, une majorité absolue sera obtenue par la coalition Benno Bokk Yakaar. Et donc le président Macky Sall pourra gérer les 2 années de mandat qui lui reste dans une certaine sérénité, et pourra donc conduire les réformes qu'il avait l'intention de conduire. Parce que vous savez, il a hérité d'une Assemblée nationale quand il a gagné les élections. Et cette Assemblée nationale, depuis, ne lui a peut-être pas facilité autant que faire se peut la gestion. Et puis on a vu une opposition vent debout et les opposants en question pensaient pouvoir renverser la donne au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui n'a donc pas pu se faire à travers cette élection. Le président Macky Sall garde la main avec son Premier ministre Dione. Il y a de ce côté-là déjà une forme d'assentiment que la population sénégalaise est en train de lui donner. Et il faut noter que pendant la campagne électorale de 2012, Macky Sall a eu l'intelligence de sortir très tôt par rapport aux autres opposants du président Wade à l'époque, de sortir très tôt, d'aller dans les campagnes pour mener campagne électorale. Donc dans les villages pour mener campagne électorale et de se montrer comme un homme proche du peuple. Il a également agi sur les prix des denrées alimentaires quand il a accédé au pouvoir. Cela lui a donné également encore là de la popularité dans les campagnes. Et voilà les résultats qui s'en suivent. Il récolte auprès de ces populations-là. Me semble-t-il, si les résultats se confirment, nous avons bien pris la précaution de dire que ces résultats sont pour le moment provisoires. Mais il me semble quand même que Benno Bokk Yakaar, coalition au pouvoir, et on sait très bien que quand une coalition est au pouvoir, elle a également les moyens de mener campagne, les moyens de l'État, les moyens médiatiques qui sont à son service, qui permettent donc à Benno Bokk Yakaar d'arriver premier. On a ensuite, comme vous l'avez dit, la coalition du candidat du maire de Dakar qui est en prison, Khalifa Sall, qui donc arrive deuxième. Et le fait que Khalifa Sall arrive deuxième, c'est probablement parce que la ville de Dakar est très disputée. Sa coalition arrive, semble-t-il, premier à Dakar, mais talonné de très près par Benno Bokk Yakaar, et suivi également par la coalition du président Abdoulaye Wade. On peut donc dire que le fait que Khalifa Sall se trouve en prison aujourd'hui et le fait qu'il soit présenté comme un martyr, comme une victime du régime, lui a valu plus de popularité et cela lui a permis donc, grâce à cette coalition qui s'est réunie autour de lui, d'arriver donc en deuxième position. Il semblerait que Khalifa Sall soit élu député et que les conditions dans lesquelles il se trouve aujourd'hui doivent changer prochainement. Je pense que parce qu'il a été élu député, il sera peut-être élargi et pourra siéger à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une autre histoire et c'est la loi sénégalaise qui va le déterminer. Je n'ai pas vérifié de quoi il est question exactement. Troisième, donc, sur la liste, la coalition de Abdoulaye Wade, ce qui est une surprise, qui arrive donc troisième. C'est vrai, on aurait pu l'attendre deuxième parce que c'est l'ancien président de la République quand même. On aurait même pu l'attendre premier parce qu'il a dirigé ce pays-là. Il a été très largement populaire. Il a été battu en 2012 de peu quand même. Et aujourd'hui, quand il perd cette élection-là, qu'il arrive troisième, c'est quand même le signe peut-être que les Sénégalais ne sont plus du tout favorables à la politique qu'il propose de mener pour notamment faire revenir son fils dans les arcanes du pouvoir et peut-être même lui permettre d'être candidat pour les élections présidentielle de 2019. Et quelles conséquences pourrait avoir sur l'ancien président Abdoulaye Wade le revers de sa coalition? Justement, une fois que Abdoulaye Wade, sa coalition arrive troisième pour cette élection, c'est effectivement un revers et cela lui ferme quelque peu les portes, pas qu'à lui, mais surtout à son fils Karim Wade qui se trouve aujourd'hui en exil, vous le savez. Et ça lui ferme un peu à Karim Wade les portes de la présidence de la République parce que, vous savez, dans les négociations qui ont eu lieu avant la mise en place de la coalition conduite par le président Wade, il était question également de penser aux élections de 2019 et ceux qui n'avaient pas voulu véritablement s'associer comme Khalifa Sall avec Abdoulaye Wade dans cette coalition, en tout cas pas de façon très ostentatoire, c'est parce qu'ils avaient l'intention eux aussi
de compter pour la présidentielle. Et on sait très bien que pour Abdoulaye Wade, il n'y a pas d'autre présidentiable que Karim, que son fils. Et ça aurait été un peu difficile en son temps de négocier avec lui pour que Karim renonce à être candidat. Avec la défaite du président Wade, de sa coalition, on parle de défaite, mais quand même, hein, il arrive troisième sur 47 listes, il ne faut pas oublier. Mais c'est quand même une défaite, c'est quand même un revers. Ce revers-là ferme quelque peu donc les portes de la présidentielle à Karim Wade, parce qu'il aurait fallu que Abdoulaye Wade porte les foules, qu'il réussisse à changer peut-être la donne au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir également compter dans le choix de celui qui sera candidat en 2019 pour la présidentielle face à Macky Sall. Je crois que de ce point de vue-là, si les résultats se confirment, Abdoulaye Wade vient de connaître le dernier revers de sa carrière politique. Mais en cas de coalition, une coalition entre la liste de Abdoulaye Wade et celle du maire de Dakar, Khalifa Sall, ça ne va pas inquiéter le pouvoir en place? Si, ça va inquiéter le pouvoir en place parce que, encore faudra-t-il choisir le bon candidat. Parce qu'en ce moment-là, on aura le choix entre le fils de Abdoulaye Wade, c'est-à-dire Karim, et Khalifa Sall, qui serait alors député, maire de Dakar, qui cherche à sortir du président, qui aura donc acquis encore plus de popularité peut-être d'ici 2 ans, ou en aurait peut-être. En tout cas, ce qui est certain, le président Macky Sall va se retrouver, si l'opposition parvient à s'entendre face à une coalition redoutable, mais déjà, il faut également compter avec ce scrutin de mi-mandat. On dit mi-mandat, mais il a fait il y a 5 ans au pouvoir. C'est un septennat dont il a hérité. Il a transformé en quinquennat. Il n'a pas appliqué au septennat qu'il a obtenu. Mais d'ici 2 ans, quand il sera question de retourner aux urnes, je pense qu'il y a des chances, avec ce résultat en tout cas, qu'il se fasse réélire, parce que déjà, on constate que sa coalition a obtenu une majorité, probablement une majorité absolue, on le verra quand les résultats seront définitifs, nous pouvons l'affirmer. Maintenant, il y a aussi l'autre chose, les résultats d'aujourd'hui sont-ils définitivement fiables? Sont-ils gravés dans le marbre, comme on pourrait le dire? L'opposition crie à la fraude. Vous savez très bien que la désorganisation qui a eu lieu a laissé la possibilité à ceux qui voulaient frauder, à certains de ceux qui voulaient frauder, de frauder. On n'a pas manqué d'arrêter certains de ces fraudeurs. Voilà donc tout ce qui se prépare, et 2019 est en ligne de mire pour tous ceux qui ont participé à cette élection. Et chaos attendu, chaos survenu. Dites-nous, James William Gbagidi, qu'en disent les observateurs internationaux qui étaient nombreux à surveiller en tout cas ces élections, et du côté des opposants, quelle est la leçon de cloche? D'abord, premièrement, les opposants, ils sont déjà vent debout, ils le disent. Avec ce chaos qu'on a constaté, les élections ne sont pas valables, il faut reprendre le scrutin. On entend déjà l'opposition crier. Abdoulaye Wade va s'exprimer fortement contre cette élection. Khalifa Sall également fera la même chose. Beaucoup d'autres opposants, 47 listes quand même, il y a de nombreuses coalitions d'opposition qui sont donc présentes, qui vont demander la reprise du scrutin. Il y a également la région de Touba dont j'ai parlé, où plus de 80 bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir ou du moins ont été saccagés. Il y a des endroits où le scrutin a duré anormalement, et donc c'est terminé tard dans la nuit. Les résultats seront forcément contestés, et l'opposition ne manquera pas de contester ces résultats-là. Ce qui, moi, m'a toujours un peu intrigué, c'est les propos tenus par les observateurs internationaux, et ils sont souvent de 2 ordres. Il y a les observateurs africains et qui ont pour coutume de dire on a constaté ceci, retard, ceci, sans cela, incident majeur. sans incident majeur sur le résultat final. Et puis il y a les observateurs européens et américains qui restent le plus souvent circonspects, mais face à un pouvoir comme celui de Macky Sall qui est très apprécié à l'extérieur, je ne suis pas sûr qu'il parle de fraude massive, je ne suis pas sûr qu'il remette en cause la victoire qui est en train de se dessiner pour Macky Sall. Merci à vous, James William Gbagidi. C'était les clés du monde. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales.